3 jours après les dégâts causés par la pluie torrentielle qui s'est abattue dans la capitale, les grands travaux s'exécutent dans les sites endommagés. Les opérateurs économiques demandent au gouvernement un moratoire sur le contrôle fiscal. Vous aurez les détails dans ce journal, mesdames et messieurs. Toutes nos excuses pour ce léger retard avec lequel nous démarrons ce journal. Encore une fois, bonsoir. La 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres a été présidée ce vendredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des questions brûlantes d'actualité au pays ont fait l'objet de cette réunion dont le compte-rendu vous sera fait dans les prochaines heures avec le porte-parole du gouvernement, David Jolino Diwampovesa Makelele. L'annonce donc de cette réunion dans ce reportage de Pierre Kibambeso Moïsa. La tradition a été une fois de plus respectée ce vendredi 29 novembre à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 12e réunion ordinaire du Conseil des ministres, dont 5 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour. 12h10, le président de la République entre dans la grande salle des réunions qui affiche complète. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, les directeurs de cabinet du chef de l'État, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, le ministre près, le président de la République, le ministre près, le Premier ministre, les ministres et les vice-ministres se retrouvent tous, comme à l'accoutumée, autour du chef de l'État pour débattre des questions d'intérêt supérieur de la nation. C'est une réunion qui s'est tenue en ces jours où le pays fait face à quelques catastrophes naturelles dues aux inondations créées par des pluies diluviennes et qui ont entraîné des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels. La 12e réunion du Conseil des ministres a comporté ainsi divers points à l'ordre du jour: la communication du président de la République, des points d'information, l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, l'examen et adoption des dossiers et l'examen et adoption des textes. Les comptes rendus de la réunion du Conseil des ministres sera fait par le ministre d'État en charge de la communication des médias, Jolino Makelele, qui était présent dans la salle de réunion. Les chefs des industries cimentières et des métallurgies de la République démocratique du Congo sollicitent du gouvernement un allègement fiscal et dénoncent les compétitions illégales auxquelles elles font face. Ils ont rencontré le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour solliciter son soutien. La République démocratique du Congo dispose des industries cimentières et de métallurgie locales susceptibles de répondre aux besoins du pays dans le domaine des constructions. Une forte délégation des chefs d'entreprise est allée présenter ces industries au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Ces industries sollicitent un accompagnement fiscal du gouvernement et se disent prêtes à contribuer aux efforts de réduction de la pauvreté au pays et à répondre à toutes les demandes en ciment et en barre de fer. Le président de la République nous a donné l'occasion de nous présenter notre industrie. Et nous n'étions pas que des cimentiers, il y avait également les producteurs de barres de fer, les fonderies. Et nous sommes venus présenter au chef de l'État et au Premier ministre, à certains membres du gouvernement, la situation dans laquelle les deux industries vivent. On fait face à de nombreuses compétitions illégales à travers des importations irrégulières. Et à cela, les lois de la République précisent que les importations doivent respecter la réglementation du change. Aussi, on a expliqué au président de la République que nous avons une capacité installée qui est tout à fait sous-utilisée et nous sommes prêts à répondre à tous les besoins de tous les demandeurs en ciment selon les spécifications et les volumes qu'ils veulent. Et nous avons même une technologie qui nous permet de pouvoir accroître notre production pour répondre aux besoins, notamment la construction du barrage d'Inga, la construction du pont en eau profonde, les grands ouvrages d'art, les infrastructures de mobilité à l'intérieur du pays et aussi ce qu'on appelle la transformation physique de notre pays et la transformation sociale. Nous avons dit au président de la République et aux membres du gouvernement que nous avons besoin
d'un accompagnement fiscal pour nous permettre de réduire les prix de notre ciment afin de contribuer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Moi, je suis directeur général de la société cimentière PPC Barnet. Je suis également le président du comité professionnel des cimentiers. Nous avons la société Nyumba Akiba qui représente Simco. Nous avons également Heidelberg qui est représenté par Silou. Et nous avons les fonderies de Fameco qui nous accompagnaient dans cette perspective. Il faut souligner que nous créons de la richesse locale. Nous transformons les potentiels locaux en richesse sur lesquels l'État, normalement, prélève les impôts pour financer des dépenses publiques. Donc, nous sommes une production locale, avec les matières premières locales, destinées à la consommation locale, et nous attendons la consécration de toutes les expressions ou les manifestations d'intérêt que le président de la République a reçues à travers le monde pour les investissements en RDC, et nous sommes prêts à accompagner les investisseurs, la vision du président dans la transformation physique de notre pays. Autre chose à présent, des frais de fonctionnement pour les écoles. Envie de soutenir la gratuité de l'enseignement de base. Eh bien, le comité de suivi de la paye des agents et fonctionnaires de l'État rassure sur la disponibilité de ces frais. Les frais de fonctionnement des écoles de mois de septembre, octobre et novembre et certains litiges des salaires des enseignants sont déjà disponibles au niveau des banques partenaires dans le cadre de la gratuité de l'enseignement de base à Kinshasa comme en province. Confirmation du président du comité de suivi de la paye, Jean-Louis Kayembe, après un échange constructif avec toutes les parties concernées. Donc les banques sont déjà en possession de tous les fonds pour les frais de fonctionnement des écoles. Il y a eu un léger retard dans la désignation de mandataires. Comme vous savez, ce sont de nouvelles écoles pour lesquelles les chefs d'établissement devaient désigner les mandataires ou les gestionnaires des comptes parce que ces frais de fonctionnement sont bancarisés. Donc leur paye passe par les banques. Nous avons arrêté également un suivi rapproché de la paye de ces frais de fonctionnement. De leur côté, les banques partenaires rassurent de l'effectivité de cette opération, à l'exemple de la TMB et la Sofibank. Au niveau de la TMB, nous avons reçu les listings ainsi que les fonds relatifs aux compléments septembre, octobre et novembre. Nous attendons les mandataires. Jusqu'à présent, ils viennent timidement. Dès qu'ils seront là, ils seront pris en charge. Nous, c'est la Sofibank. Nous nous sommes attelés à travers nos équipes qui se sont déployées en province pour exécuter convenablement cette paye. Donc, elle s'est bien passée. Nous avons commencé par l'identification des écoles, des gestionnaires et nous continuons avec la paye des enseignants. Pour se rendre compte du bon déroulement de ces opérations, le comité de suivi a prévu des descentes au niveau des banques et écoles. 4 jours de débats et analyses ont permis aux participants aux travaux de la première revue conjointe de stratégie sectorielle de l'éducation de formuler les recommandations pour la redynamisation du système éducatif congolais. Plus de détails avec Anastasie Doumbou dans ce reportage. 4 jours de débats et des analyses qui ont permis aux 200 participants de formuler des recommandations pour la redynamisation du système éducatif congolais à travers les 3 axes prioritaires, l'accès, la qualité et la bonne gouvernance. Comme recommandation, il a été recommandé une mise en œuvre effective de l'enseignement de base, ainsi que le développement de la capacité d'accueil. Le ministre d'État de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, s'est dit satisfait des résultats obtenus. Au nom de mes collègues, les ministres ayant l'éducation en charge, que le gouvernement examinera avec toute l'attention requise les recommandations issues de ces assises et que nous ne ménagerons aucun effort pour les opérationnaliser et rechercher les financements nécessaires et complémentaires pour leur mise en œuvre. Je voudrais terminer mon propos en réitérant mes hommages vibrants à son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a voulu élever l'éducation au premier rang des priorités nationales.
En ce qui concerne la gratuité de l'enseignement de base, tous les participants ont reconnu l'impact indéniable de la réforme par l'amélioration de la qualité des apprentissages. Il reste cependant à consolider les acquis de cette gratuité en prenant des mesures de soutenabilité qui passent entre autres par le paiement des enseignants non payés et des nouvelles unités. Janine Mabunda Lioko Moudiaye a été primée, présidente de l'Assemblée nationale, a été primée à Paris, femme d'influence catégorie politique, de retour dans la capitale. Elle a répondu aux questions de notre consoeur Sylvie Moembo. La lauréate du prix de la femme d'influence politique 2019, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko Moudiaye, est revenue de Paris où elle a été recevoir ce prix. Elle a mis à profit ses séjours pour rencontrer son collègue de l'Assemblée nationale française pour des échanges au plus haut niveau de représentation des peuples français et congolais. À sa descente d'avion en provenance de Paris, l'honorable Janine Mabunda Lioko Moudiaye restitue son périple. Nous avons eu des échanges assez constructifs avec la Cour des comptes qui donne des formations à nos agents ici à Kinshasa pour renforcer les mécanismes d'audit, de lutte contre la corruption, en exécution du vœu, en tout cas du chef du gouvernement et du chef de l'État. Et ensuite, une des motivations premières, c'était répondre à l'invitation du Cercle des femmes d'influence, qui est un réseau de femmes décideurs françaises, européennes, qui avaient décidé de primer l'initiative de transition pacifique du Congo au travers de l'institution que je représente, l'Assemblée nationale. La reconnaissance qui est faite en fait à la capacité de l'institution que je représente comme chef de corps de pouvoir faciliter le dialogue dans les institutions, de pouvoir consolider, garantir une passation de pouvoir pacifique qui a eu lieu en RDC et de voir que nous avons fait la démocratie par le respect de la Constitution, par l'organisation des élections et que dans notre Assemblée nationale, nous avons 10% de femmes aujourd'hui, un peu plus qu'hier, c'est pas encore suffisant, mais c'est un progrès. Ils ont voulu en tout cas donner cet encouragement à la nation congolaise et particulièrement aux femmes. J'étais accompagnée de 4 femmes députées qui représentaient toutes les sensibilités, le PPRD, mon parti bien sûr, le MLC, le MSG7 et CASH, bien entendu, qui est notre partenaire. Alors que dans moins de 20 jours, la session de septembre va fermer ses portes, le speaker de la Chambre basse du Parlement dispose d'un calendrier bien rempli. Sur instruction du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des grands travaux se font sur les différents sites endommagés lors de la dernière pluie torrentielle. Willing Post, vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux Publics, a fait un état des lieux. Aussitôt rentré de Lubumbashi, où il était en mission officielle, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures Travaux Publics, est descendu sur terrain pour se rendre compte des dégâts causés par la dernière pluie. Willing Post est allé sur le site de Livoulou dans la commune de Lemba pour se rassurer de l'exécution des instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sur la réhabilitation de ce site fortement endommagé. Perdu de frères, nous présentons les condoléances à cette occasion. C'est bien beau de venir intervenir, mais nous intervenons après que les gens soient morts. Nous déplorons des morts. Je vais demander à mon collègue d'affaires foncières, nous allons nous réunir pour qu'il puisse un peu faire revenir à l'ordre tous les conservateurs, les chefs de quartier, les bourgmestres, les gens qui lotissent dans des endroits qui ne sont pas prévus. Il y a des endroits qu'on laisse pour faire passer de l'eau. C'est vrai que les locataires passent, comme on dit à Kinshasa, mais entre mourir et être locataire, qu'est-ce qui est mieux? Pèlerin infatigable, le vice-premier ministre a également inspecté les travaux de construction du saut de mouton situé au croisement des avenues de Libération et boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Aussi, dire que je suis satisfait à 75% parce que les gros des travaux sont déjà exécutés. Benjamin Wenga, directeur général intérimaire de l'Office de voirie et drainage, maître d'ouvrage délégué, rassure. Les travaux entrent en phase finale. Grosses œuvres étaient déjà faites parce que tout était fait en profondeur. Nous avons des fondations de 30 mètres de profondeur. Nous avons des piles, des culées qui sont les infrastructures qui sont totalement achevées à 100%. Quelques parties de voiles qui vont constituer le coffre de la rampe sont à presque 60% exécutées. Il reste que nous puissions
couler le béton sur la partie superstructure. Les Quinois sont donc appelés à la patience. Bientôt, les embouteillages causés par ce chantier feront partie du passé. Les ministres du genre et de la justice de la CIRGEL se sont retrouvés à Brazzaville en consultation sur la mise en œuvre de la déclaration de Kampala. Brazzaville, capitale régionale des questions du genre, les ministres du genre et de la justice des États membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGEL se sont réunis pour évaluer et identifier les actions pour la mise en œuvre de la déclaration des chefs d'État et des gouvernements du 25 février 2017 à Kampala, en Ouganda, sur la lutte contre l'impunité à l'endroit des auteurs des violences sexuelles. La République démocratique du Congo a été représentée par la ministre d'État, ministre du genre, enfants et familles et présidente du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'autonomisation de la femme et égalité du genre, Béatrice Lomé-Atilité. Ces ministres des États de la CIRGEL ont dans un premier temps examiné les rapports finaux des travaux des experts qui ont en amont formulé quelques recommandations. Ces assises de Brazzaville, présidées par les premiers ministres de la République du Congo, Clément Mwamba, sont revenus également sur plusieurs autres points, notamment la loi type sur la création des tribunaux spécialisés sur les violences basées sur les genres, en insistant auprès des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre de cette loi. Ils ont en outre jeté un regard rétrospectif sur les communiqués de Kinshasa de 2012. Un soutien collectif s'est dégagé aux efforts déployés par les secrétariats de la CIRGEL et les mécanismes régionaux de formation de la CIRGEL pour accélérer la mise en œuvre des instruments liés à la lutte contre les violences sexuelles basées sur les genres. Le 6e forum sur la paix et la sécurité en Afrique a vécu au Sénégal 4 jours durant. Tous les experts se sont focalisés sur les éléments clés du développement du continent. C'est le président sénégalais Macky Sall qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce forum, nous dit Christine Lenzo. Défis sécuritaires comme l'extrémisme violent sont en train de prendre de l'ampleur en Afrique. À côté de cela, les trafics illicites de drogue, d'armes, d'êtres humains, la cybercriminalité et la rivalité pour le contrôle des ressources naturelles, en plus de la recrudescence des conflits intercommunautaires dans plusieurs régions du continent. Voilà qui nécessite de nouvelles formes de réponses militaires impliquant une transformation significative des forces de défense et de sécurité africaine en ce qui concerne l'approvisionnement en fonds pérennes et suffisants, mais aussi en équipement adapté à la rudesse des terrains d'opération. C'est le souci majeur exprimé par les participants à ce 6e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Cérémonie ouverte par le président Macky Sall du Sénégal au Centre international de conférence Abdou Diouf en présence de plus de 15 ministres d'Afrique des Affaires étrangères, du Premier ministre français, du vice-premier ministre interparlementaire du Japon et du chef de l'État de la Mauritanie. 2 jours durant, ils vont travailler avec tous les experts de ces domaines sécuritaires venus des différents coins du monde pour repenser les mécanismes de sécurité collective et de prévention des conflits et proposer des réponses aux limites des opérations de paix en Afrique dans un contexte de crise du multilatéralisme. Autre point à traiter, c'est de réviser la gouvernance des espaces et des ressources stratégiques pour la sécurité en Afrique, pour ne citer que ces cas. Occasion pour les 2 chefs d'État, mauritaniens et sénégalais, d'interpeller les Nations Unies pour leur implication dans la recherche d'une réelle paix durable en Afrique, en arrêtant les différents conflits, en impliquant les forces mobiles locales pour renforcer les forces onusiennes dans le maintien de la paix dans n'importe quel pays d'Afrique, à la place d'apporter une force lourde ne maîtrisant pas les terrains à problème. Aussi ont-ils relevé On va parler justice à présent pour vous signaler la poursuite du procès Kamina Nsapu, branche de Kinshasa, où 4 prévenus dans cette affaire sont condamnés à 20 ans de servitude pénale.
Béaya Hanou a attendu 4 prévenus condamnés par les premiers juges à plus ou moins 20 ans de servitude pénale principale. S'agissant des prévenus Bakenga Toujibikile et Mputu Kongolo, dont les rapports du premier juge renseignent qu'ils ont recruté et scarifié tous les 34 prévenus devant les prétoires, les 2 prévenus ont nié ces allégations, disant que ces faits ne coïncident pas avec la période de leur arrestation. Quant au prévenu Chibombo Lukula, condamné par les premiers juges à 10 ans de servitude pénale principale, il lui est reproché d'être recruté et scarifié par Poutou et pour avoir tenu différentes rencontres avec les autres prévenus. Les prévenus Chibobo, plus âgé de tous, assis dans une chaise pour raison de santé, a nié en disant n'avoir jamais connu aucune de ces personnes. La Cour a terminé son instruction par les prévenus Bakenga Betukumeso, condamné par les premiers juges à 20 ans de servitude pénale principale. Pour les ministères publics, organes de la loi, ces différents prévenus ont été condamnés par les premiers juges pour organisation et commandement du mouvement insurrectionnel. Les collectifs des avocats de la défense veulent à ce que ces jugements qui s'est fait en toute sérénité fasse jaillir la lumière dans le but d'annuler l'œuvre du premier juge. La Cour appréciera les moyens des uns et des autres en son temps. Bien avant, elle a procédé au changement de sa composition en acceptant la requête d'un membre de la composition qui a déposé sa lettre de départ au greffe. Sur ce, la Cour a suspendu l'audience de séjour qui est renvoyée contradictoirement au vendredi. Les opérateurs économiques demandent au gouvernement un moratoire sur le contrôle fiscal en vue de permettre la stabilité des prix en cette période des fêtes de fin d'année. Demande formulée lors de la rentrée de la Fédération des entreprises du Congo. Joël Lungenza, Julium Piana ont signé ce reportage. Pour une deuxième rentrée de la FEC, la tradition s'installe. Cette rentrée 2019 s'est déroulée sur quelques indicateurs relevés ici par le patron de patrons, Albert Youma. Il y a d'abord la toute première alternance pacifique à la tête du pays. Le secteur privé, à travers la FEC, promet tout son soutien aux actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi, et du gouvernement que dirige Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Il y a également le tout premier budget du gouvernement Ilunkamba déposé au Parlement. La FEC fait remarquer et déplore l'augmentation de la pression fiscale qui passe de 9 à 13%. Il faut s'attendre à des conséquences sur le plan économique. Autre indicateur, c'est la crainte de la surchauffe pendant cette période de fin d'année, créée selon la FEC par des contrôles intempestifs et des tracasseries des services. Il faut une solution. Et à l'approche des festivités de fin d'année, nous attirons d'ores et déjà l'attention des membres du gouvernement qui nous font l'honneur d'être présents ce soir, de l'intérêt, et quand je dis intérêt, il faut le lire entre les lignes, dont font actuellement l'objet les opérateurs de la FEC, victimes de multiples contrôles économiques et fiscaux, assortis le plus souvent de pénalités excessives, irrationnelles, pour ne pas dire fantaisistes, et aux motivations douteuses. Ce genre de contrôle constitue un élément particulièrement perturbateur, chronophage et malheureusement coûteux pour l'activité économique du pays. Je relaye donc auprès de vous, messieurs les ministres présents, la demande de la communauté des affaires de voir le gouvernement accorder un moratoire sur les contrôles économiques durant la période festive afin de permettre aux opérateurs économiques de n'avoir comme unique et seule préoccupation que l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité à des prix abordables. Invités des circonstances, quelques directeurs généraux se sont succédés à la tribune. Agnès Mouad de la CNSS a exposé sur le régime des cotisations sociales et de retraite. Maurice Chikouya de l'INPP sur l'importance de la formation de base. Patience Saïba de l'OGEFREM sur la traçabilité dans l'import et export. Enfin, le DGA de la Société financière d'assurance sur la procédure dans les secteurs des assurances. C'était en présence du ministre de la Formation professionnelle et du vice-ministre de l'Économie. Le docteur
Docteur Chris Katchova, médecin gynécologue obstétricien spécialiste en fertilité, était notre invité au journal du soir du mercredi dernier avec notre consoeur Sandra Nyangi Tabou. Ils ont parlé de la prise en charge de l'infertilité par la fécondation in vitro. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. On peut aujourd'hui dire fini le problème de l'infertilité dans les couples sans enfants. Il y a désormais la solution ici à Kinshasa. Comment ça se passe? Exactement, il n'y a plus de problèmes, il n'y a plus de problèmes de lamentation, de fertilité dans les foyers. Nous sommes venus chez nous au Congo après avoir passé 20 ans à l'étranger pour pratiquer la fécondation in vitro pour pallier aux problèmes des mamans qui ne finissent pas à pleurer. La fécondation in vitro, c'est une pratique qui consiste à mettre ensemble les cellules sexuelles féminines et les cellules sexuelles masculines dans un tube à verre qu'on place dans l'incubateur. Après 3 jours, il y a formation d'embryons et ensuite on les transfère dans l'utérus de la maman. Et avez-vous des matériels de pointe? Parce que nous savons tous que ça demande des matériels de haute technologie. Êtes-vous en possession de tout ça? Exactement. Nous avons tous les matériels pour la prise en charge de l'infertilité masculine et de l'infertilité féminine. Dans notre équipe, nous sommes composés de médecins congolais et des médecins spécialistes aussi étrangers. Les spécialistes étrangers nous visitent régulièrement et d'ailleurs ils seront là encore du 1er au 5 décembre. Et comment et où peut-on vous trouver? Comment vous contacter? Votre adresse? Madame, nous restons sur l'avenue Moyo, numéro 4, quartier Basoko, commune Ngaliema. La référence est derrière l'hôtel Diplomate. Et avez-vous un message précis, docteur, aux nombreuses femmes et aux nombreux hommes qui vous suivent en ce moment? Avez-vous un message précis? En fait, le message est précis et simple. Toute personne qui a un problème de l'infertilité, nous sommes prêts à les recevoir et pallier à ce problème. En fait, même les femmes qui ont au-delà de 50 ans, chez nous, ils sont capables d'avoir les enfants. Et les gens qui ont besoin de jumeaux, nous sommes capables de donner les jumeaux au couple. Merci, docteur. Nous rappelons là que vous êtes le docteur Chris Katchova, vous êtes gynécologue, obstétricien, spécialiste en fertilité. Merci. Merci, madame. Vous pouvez nous contacter au téléphone qui suit, les 09 93 82 78 48. Merci beaucoup. Merci, madame. L'actualité, c'est aussi cette réunion bipartite RDC-Rwanda sur le commerce transfrontalier qui s'est tenue à Kinshasa, la restitution de ces travaux 3 jours avec Rikin Zuziloya Mayawel. Dans une atmosphère empreinte de cordialité et de haute responsabilité, que la République démocratique du Congo et le Rwanda parviennent à des recommandations portant sur la révision de la liste des produits éligibles à la franchise de douane dans le cadre de la promotion du petit commerce transfrontalier. Cette retombée est de la réunion bipartite sur le régime commercial simplifié du COMESA RECOS tenue à Kinshasa 3 jours durant, avec l'obligation d'utiliser le certificat d'origine simplifié du COMESA en ce qui concerne les produits manufacturés. Il a été convenu de n'accorder qu'aux produits éligibles au RECOS la franchise des droits de douane, toute autre perception étendue. Compte tenu de l'enchevêtrement entre les différents piliers du RECOS, je vous exhorte à approfondir à l'avenir vos réflexions et à vous faire des concessions mutuelles afin d'aplanir les divergences apparues sur la question du seuil de la valeur des produits éligibles au RECOS. Après évaluation, les participants à cette réunion ont conclu que la mise en œuvre du régime commercial simplifié du COMESA doit être effective avec la désignation des points focaux dans tous les postes frontaliers dans un délai d'1 mois, ainsi que l'interconnexion du système douanier du Rwanda et de la RDC. C'est pour permettre une meilleure évaluation des marchandises. Dans le cadre de l'opération Kinbopeto, l'hôtel de ville poursuit ses travaux de curage des caniveaux et autres
Autre détail avec Lisette Mujinga Mutombo. L'assainissement de la commune de Matete, initié par Maître Freddy Bonzeke, directeur du cabinet du gouverneur de la ville-province Kinshasa, fait déjà large écho. À cette occasion, l'opérateur économique Edox Dieka a procédé à la remise symbolique de bêches et autres outils de travail en guise de son soutien au programme Kinshasa Bopeto et plus particulièrement à l'opération Matete Bopeto. Tout a commencé par un match de football opposant l'équipe du marché central au club Monde Arabe de Matete au terrain Maïndombe. La rencontre sportive s'est soldée par un score de 1-3 pour l'équipe hôte. Devant la foule venue l'écouter, le patron du cabinet du gouverneur Jantiningo Bilambaka est revenu sur l'essence du concept Kinshasa Bopeto comme toute une philosophie devant conduire les Quinois et Quinois au changement des mentalités et à l'assainissement de la capitale de la République démocratique du Congo. Il a par la suite expliqué les axes prioritaires de Matete Bopeto, à savoir la sensibilisation de la population, le curage des caniveaux et l'évacuation des immondices. Il a profité pour appeler d'autres natifs de Matete d'emboîter les pas pour qu'ensemble espérer gagner les paris de la salubrité dans cette municipalité. Pour terminer, il a invité la population à ne plus déverser des déchets dans des caniveaux. Après le lancement de l'opération de recouvrement des frais de la taxe des parkings, l'équipe de suivi de cette opération est descendue sur terrain ce vendredi. 2 semaines après le lancement de l'opération de recouvrement des frais de la taxe de parking des personnes dans la ville de Kinshasa, une équipe de suivi de cette opération, sous la direction du chef de division des transports de la ville, Henri Nzouzi, a été mise sur pied par le ministre provincial des Transports, Amos Mbokosso. Cette équipe a effectué une première descente sur le terrain. 3 communes sont concernées. D'abord, la commune de Matete, où toute l'équipe a participé au recouvrement de cette opération de recouvrement de la taxe du stationnement, puis à Lemba et plus précisément à Super, où le chef de division des transports de la ville de Kinshasa et toute l'équipe qui l'accompagnait ont épaulé les agents trouvés sur le terrain exerçant leur travail. Et enfin, à l'étape de la commune de Kalamou, l'équipe s'est rendue précisément à la fourrière de cette municipalité qui se situe juste près de la maison communale. Elle a fait le constat suivant. Nous sommes à la fourrière de Victoire, Kalamou 1, Kalamou 2 et Kalamou 3. Là, c'est pour s'assurer si réellement les contrôleurs, à partir de 12 heures, ils ont mis les véhicules en fourrière. Comme vous le constatez vous-même derrière moi, tous les véhicules qui sont un peu en jaune sont mis en fourrière pour défaut de paiement de la taxe de stationnement au parking de passagers. Nous profitons de votre caméra pour inviter tous les conducteurs des secteurs de transport rémunérés des personnes ou ceux qui font les taxis collectifs de pouvoir se mettre en règle en payant régulièrement leurs taxes de stationnement au parking. Pour les taxis, le prix est de 500 francs, le taxi bis 1000 francs et le bus à 1500 francs. À défaut de ce paiement-là, vous serez mis en fourrière et le véhicule, ils vont payer de fortes amendes allant de 100 jusqu'à 200 000 francs congolais. Rappelons que l'opération de recouvrement de la taxe du stationnement dans tous ces parkings restera permanente sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Le fruit de la coopération japonaise, le parlementaire japonais Yuno Tekuno est à Kinshasa pour s'en rendre compte. Il a palpé les réalités de cette coopération à l'Institut national des préparations professionnelles. Conduit par l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Karube Kazunao, le parlementaire nippon Yano Tetsuro a visité l'Institut national de préparation professionnelle INPP. Le directeur général de cet institut, Maurice Chikuya Kayembe, l'a reçu dans son bureau pour parler du niveau de la coopération RDC-Japon qui produit des résultats très appréciés par tous. Pour se rendre compte de cette réalité, une visite des filières installées dans un bâtiment ultramoderne financé par les fonds japonais a permis de convaincre le président de l'association de l'économie et de l'Afrique au Japon. Ce partenariat sera renforcé, lui a dit le directeur général de l'INPP, par l'accompagnement des entreprises japonaises, selon le fruit de son dernier voyage au pays du soleil levant, avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. La capacité de maintenance de l'INPP a davantage rassuré l'hôte de l'INPP, qui a vu les matériels offerts par le Japon en 1985 encore opérationnels.
Le directeur général de l'INPP, Moïse Chikuyaka Yembe, avait également pris parole à la rentrée économique de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. Comment répondre à l'inadéquation formation-emploi en République démocratique du Congo? L'INPP s'y est penché avec une analyse socio-économique en milieu professionnel qui lui a permis de mettre en place un référentiel de métier afin de donner au marché de l'emploi ce dont il a réellement besoin. Ce discours, le DG de l'INPP l'a tenu devant un parterre d'entrepreneurs de la République démocratique du Congo venus à l'invitation de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. La même délégation japonaise, mais cette fois-ci conduite par le directeur général de la SNEL, a visité la centrale hydroélectrique d'Inga 2. La centrale hydroélectrique d'Inga 2, un mastodonte au potentiel immense, mais qui, au regard de la vétusté de ces machines, fonctionne en deçà de ses capacités initiales. Le Japon se propose donc d'apporter son appui logistique et financier dans les secteurs énergétiques en République démocratique du Congo. La délégation nippone, conduite par les sénateurs Tetsuro Yano, accompagnée du directeur général de la SNEL SA, Jean-Bosco Kayombo Kayan, a effectué une descente aux installations d'Inga 2 pour prendre la mesure de la tâche à accomplir. Avec les Japonais, nous avions programmé la réhabilitation du G24. Le G24 qui est une des machines de Inga 2 qui, depuis la mise en service, tournait encore. Mais aujourd'hui, elle est très fatiguée et nous sommes en train de la réparer provisoirement, comme vous l'avez vu. Mais en attendant la modernisation et la réhabilitation par les Japonais. Et donc, je suis 100% d'accord de ce partenariat à établir entre nos deux pays pour constater cette idée. Inga 2, mise en service en 1982, compte 8 machines qui fournissent 1424 MW en raison des 178 par machine. À ces jours, seule la moitié, disons, 4 seraient en service et une autre en phase de réhabilitation sur fond des opérateurs miniers des provinces issues de l'ex-Katanga. De la salle des commandes à celle des machines, en passant par les conduites forcées d'eau, les visiteurs se sont fait une idée exacte du fonctionnement d'Inga 2, ce avant de suivre par vidéoprojecteur les célèbres films auxquels les hôtes des marques ont droit. Il était une fois Inga, qui remonte le temps jusqu'aux origines de cette méga structure. L'année prochaine, précisément le 6 avril, l'église kimbangiste va célébrer ses centenaires. Eh bien, les batteries sont déjà en marche pour les préparatifs de cette grande fête. Le chef spirituel représentant les gars de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kibangu-Tiangani, a reçu en début de soirée de ce mercredi 28 novembre le ministre en charge des relations avec le Parlement, Deogracias Npusu. Au centre de leur entretien, l'avancement des travaux du musée Simon Kimbangu, l'apport des Né-Congo dans l'organisation des grandes festivités du 6 avril 2021 à l'occasion de la célébration du 100e anniversaire de la fondation de l'église kimbangiste. Au sortir de son audience, le ministre en charge des relations avec le Parlement s'explique. Je suis très heureuse, je suis la première personnalité à être reçue. Je suis vraiment très honoré, mais comme tout le monde le sait, je suis vraiment kimbanguiste et que quand j'apprends que le chef spirituel est ici, Papa Simon Kibangu-Tiangani, je dois absolument venir. Pour parler de ma présence ici, je suis vraiment très heureux et nous sommes en train de nous organiser pour que nous soyons suffisamment présents, les ministres ici, non seulement les ministres de toute la République, mais aussi les ministres Congo. Rappelons que c'est avec des actes de développement que l'église kimbangiste veut accompagner l'État congolais pour relever le défi lié à la paix et au développement. En ce jour à Kinshasa, le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu-Tiangani, a échangé avec le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Ernest Kabila Ilunga. Les relations entre la radio-télévision nationale congolaise et l'église kimbangiste sont au beau fixe. Ce vendredi 29 novembre 2019, le directeur général de cet établissement public, Ernest Kabila Ilunga, a échangé avec le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu-Tiangani. Les deux personnalités ont parlé de la vie chrétienne. Ernest Kabila a puisé du chef spirituel Simon Kimbangu-Tiangani sagesse et conseils pour mener à bien la RTNC, qui se veut une église au milieu du village. Mon Dieu, qui a permis à ce que je sois reçu aujourd'hui par les chefs spirituels
de l'église kimbanguiste. Et ce n'est pas donné à qui que ce soit. Et pourquoi je suis venu avec beaucoup d'empressement? Je suis venu avec beaucoup d'empressement puisqu'il m'avait prophétisé en 2011, quand j'ai fait en Kamba. Il m'avait dit que DG, avec tout ce que vous avez fait et tout ce que vous continuez de faire, je ne pense pas que vous serez député national. Mais mon souci est que vous puissiez retourner à la RTNC. 7 ans après, cela s'est accompli. Et c'est pour cette raison que je me suis dit que non, il faut que je vienne témoigner de cette prophétie que j'ai eue, puisque le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Il a été reçu hier par le chef de l'État. Aujourd'hui, il m'a reçu en sa qualité de son fils, puisque je suis chrétien. Et c'est ainsi que dans ces débats-là, comme il va procéder par un grand culte ce dimanche, nous nous sommes dit que nous, c'est notre temps aussi. Le chef de l'État lui-même nous a donné le ton. Il a remis la RDC entre les mains de l'Éternel. Et que dire de nous qui sommes ses disciples? Nous pouvons aussi accompagner le chef de l'État dans l'accomplissement de son levier qui se caractérise dans la reconnaissance de l'existence et de la divinité. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, a rencontré ainsi pour la deuxième fois le représentant légal de l'église kimbangiste, Simon Kimbangu-Tiangani, après celle de 2011 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Pendant 4 jours, les membres de la conférence des présidents des partis et regroupements politiques du FCC se sont retrouvés à Kisantu dans le cadre de la première retraite politique. Un communiqué final a sanctionné ces travaux. De la première retraite politique d'évaluation du FCC. Du 25 au 28 novembre 2019, les membres de la conférence des présidents des partis et regroupements politiques des forces sociales ainsi que d'autres hauts cadres du FCC, membres des institutions politiques du pays, se sont retrouvés à Mbwela Lodge dans le territoire de Madimba au Congo central dans le cadre de leur première retraite politique d'évaluation. Au terme de cette activité politique, après des échanges francs et constructifs, des recommandations pertinentes ont été adoptées par des participants en rapport avec notamment l'organisation et le fonctionnement ainsi que les référents idéologiques et programmatiques du FCC. Les questions relatives au fonctionnement des institutions issues des élections et de la coalition FCC-CACH, ainsi qu'aux préoccupations sociales et sécuritaires diverses de notre population. Des recommandations pertinentes et relatives, ainsi qu'une motion des participants ont été adoptées et seront rendues publiques solennellement devant l'autorité morale du FCC sous peu. Les participants ont adressé toute leur gratitude et renouvelé leur loyauté à leur autorité morale, le président de la République honoraire, son Excellence Joseph Kabila Kabange, non seulement pour l'initiative de l'organisation de cette première retraite politique, mais également pour le soutien appuyé leur manifesté à travers particulièrement sa présence physique surprise sur le site des travaux au cours de la dernière journée. En attendant la restitution des recommandations des travaux à l'opinion, les participants ont exprimé leur soutien aux institutions de la République et à la coalition FCC-CACH au pouvoir, ainsi que toute leur solidarité à nos populations douloureusement affectées au cours de ces 2 derniers jours. Ils ont exprimé tout leur soutien à nos forces de défense et de sécurité et ont appelé les institutions de la République à prendre sans délai les dispositions qui s'imposent pour arrêter les violences et à apporter l'aide humanitaire à la population en détresse du fait des catastrophes naturelles et des effets néfastes de l'action meurtrière des groupes terroristes et armés tant à Beni que dans le territoire d'Ouvira et de Fizi. Fait à Mbwela Lodge le 28 novembre 2019 pour le FCC, le professeur Néhémie Mwilanya Wilonja, coordonnateur. Je vous remercie. Insécurité dans le Nord Kivu, les ressortissants de Béni ont déposé aujourd'hui un mémorandum à la MONUSCO. A été également signalé sur les lieux.
Question d'encadrer cette marche pacifique avec professionnalisme. Partie de la place de la gare centrale au boulevard du 30 juin à Gombe, la manifestation s'est clôturée devant le quartier général. La mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, située dans la même municipalité où les manifestants ont déposé leur mémorandum. Dès là, une délégation des manifestants a échangé avec le directeur chargé des questions politiques du bureau, la MONUSCO. Lors des échanges, ils ont été rassurés d'être à nouveau reçus, cette fois par le secrétaire général adjoint de l'ONU, le lundi 2 décembre prochain. Rappelons que dans les mémorandums, ces manifestants ont demandé le départ de la MONUSCO, la province du Nord Kivu et la République démocratique du Congo en général, et ce à cause des massacres et des tueries à répétition dans la ville de Beni. La ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles et les associations féminines ont rendu un dernier hommage à Albertine Zawadi, activiste de droit de la femme décédée suite au dernier crash d'avion dans la ville de Goma. Sa vie se résume en une phrase, les combats pour la promotion des droits de la femme. Albertine Mambo Zawadi, activiste au sein d'un mouvement féminin qu'elle a incarné, la solidarité féminine pour la paix et le développement intégral Sofepadi, dont elle a été coordonnatrice jusqu'à trouver la mort de la manière la plus tragique dans les crashs d'avion en pleine ville de Goma dans la province du Nord Kivu, elle, les bébés qu'elle portait et son mari. L'illustre disparu a laissé des traces indélébiles, comme en témoigne ici la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Lomé-Atilité, ainsi que d'autres activistes et des associations féminines venus coucher quelques mots d'adieu. Je me suis dit que pendant... Voilà, nous allons terminer par ce communiqué de la Direction générale des impôts qui informe les contribuables que pour des raisons ou une autre n'ont pas pu effectuer les paiements du deuxième acompte provisionnel de l'impôt sur les bénéfices et profits de l'exercice fiscal 2020, revenu 2019, à l'échéance du 29 novembre 2019, qu'ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations fiscales le samedi 30 novembre 2019 après leurs services gestionnaires respectifs. À cet effet, les guichets des banques commerciales et des services opérationnels de la Direction générale des impôts resteront ouverts demain samedi 30 novembre de 8h à 12h. Et puis ce communiqué nécrologique des familles Kabenge Lenkole, Gustave Ndunga, Mikoma, Christophe Chilombo, Kanikou, Marcel Matumweni, Jean-Claude, professeur Alifassi, qui est directeur à la radio-télévision nationale congolaise, et le cabinet d'avocat maître Boris Mboukou Laka ont la profonde douleur d'annoncer la mort inopinée de leur fils, frère, beau-frère et confrère maître Jean Kabongo Kalunda, avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, décès survenu le lundi 25 novembre dernier à Kinshasa. En attendant le programme officiel qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient en sa résidence 6 avenue Bassan Koussou, numéro 282, dans la commune de Lingouala, en face de l'Académie de Beaux-Arts. Ce communiqué tient lieu de faire part. Mesdames et messieurs, voilà, c'en est fini pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi.